Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo de ce format, un format que je dédie aux films incompris, sous-estimés, voire même souvent massacrés par le public ou par la critique. Et dans ce format, on a déjà parlé de La Guerre des Mondes, Spider-Man 3, Jurassic Park 3 et 3, justement. Et tous ces films, ils avaient un point commun à mon sens. Pour moi, ces trois films, ils ont bien marché, voire très bien marché. Ils ont beaucoup de qualité, et je pense qu'on a tous des exemples de films comme ça qu'on a trouvé bons, voire très bons, et quand on en parle autour de nous, en fait, on se rend compte qu'il est quand même majoritairement assez détesté, et on se retrouve un peu seul contre tous, à pas savoir trop comment et pourquoi les gens haïssent ce film, alors que pour toi, il a vraiment fonctionné, et que pour toi, c'est au moins un bon film, voire un très bon film. On le vit un peu comme des injustices, et ça, les amis, ça m'arrive tout le temps, c'est pour ça que j'ai créé ce format. Et aujourd'hui, je vais tenter de réhabiliter un film qui a eu une carrière quand même assez compliquée. C'est pas loin d'être le boss final de ce format, je vais pas vous mentir. Une véritable anomalie dans la carrière de son auteur qui d'ailleurs le rejette complètement, mais ça c'est souvent le cas des réalisateurs des films dont on parle dans ce format. Et c'est pourtant un film que je trouve vraiment fascinant, encore plus quand on le regarde aujourd'hui. J'ai nommé le Dune de David Lynch. Bon, alors avant toute chose, c'est une histoire connue, mais je replace quand même un petit peu de contexte. Retour en 1976. En 1976, Alejandro Jodorowsky travaille depuis 2 ans sur une adaptation folle de Dune. Et quand je dis folle, les amis, on parle quand même d'un film à 20 millions de dollars, avec Moebius, avec Giger, avec Pink Floyd, avec Salvatore Dali. Bref, c'est un film hors norme, et c'est un film qui peu à peu échappe à un peu tout le monde. Le scénario de Jodorowsky est absolument invendable, puisqu'il s'étale quand même sur 14 heures de film, et du coup au fur et à mesure que le film prend du retard, le casting se casse peu à peu. Bon, évidemment le projet finit par être annulé. Mais le truc c'est que l'univers de Dune est très cinématographique, donc il va continuer à attirer des convoitises, notamment via un producteur, un grand producteur hyper influent de son époque, Dino De Laurentiis, qui lui rêve de voir Ridley Scott sur une adaptation. Et ça a failli arriver d'ailleurs, mais ça on a fait une vidéo dédiée à ce sujet qui va s'afficher là, je crois, sur ce à quoi aurait ressemblé le Dune de Ridley Scott, qui était vraiment très avancé, et on est passé à 2 doigts d'avoir un Dune réalisé par le papa de Alien. C'est vraiment une histoire assez fascinante, je vous encourage à aller voir ça. Mais bref, c'est finalement l'artiste underground David Lynch, qui sort de Elephant Man, qui va avoir l'occasion de réaliser sa version, entre guillemets, de Dune, une version qui, quand elle va sortir, va littéralement se faire défoncé, mais par tout le monde, public, critique. Ça va être un tollé, et ça va être aussi un énorme échec au box-office. Et ce film, même David Lynch le renie, pour une raison toute simple, il n'a jamais eu le final cut. I didn't have final cut on that film. So that's the big lesson. Don't make a film if it can't be the film you want to make. It's a joke, and a sick joke. And it'll kill you. Et pourtant, l'histoire aurait pu être belle. Je veux dire, David Lynch aimait profondément Dune et avait un montage qu'il aimait beaucoup. Un montage qui faisait à peu près 3 heures, un montage qu'il avait validé et qui a depuis été reconstitué par des fans, mais ça j'en parlerai en conclusion de la vidéo. Et du coup, ce montage-là, ça lui allait très bien. Sauf que le studio, donc Universal, et même le producteur, Dino De Laurentiis, il voulait un film qui fasse 2 heures grand max, parce qu'une durée de 2 heures c'est largement plus vendable. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont complètement défoncer le montage, ils vont couper énormément de scènes, ils vont faire des reshots, ils vont rajouter une voix off qui n'était pas dans le montage original, et ça va donner des ellipses assez incroyables. Le truc, c'est que la réception, ça va être terrible. On va parler, ça c'est la demi-mesure moyenne américaine, mais on parle quand même du pire film de science-fiction jamais réalisé. On parle d'un univers incompréhensible, d'une direction artistique cheap, d'une histoire assez bateau, même si l'auteur original, donc Frank Herbert, défend cette version et la trouve plutôt réussie. Les critiques vont vraiment s'en donner à cœur joie. In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange.
The spice extends life. The spice expands consciousness. Et pourtant, regarder Dune aujourd'hui, même dans sa version cinéma, même dans la version de 2 heures, je trouve que c'est se plonger dans un film assez exceptionnel. Exceptionnel pourquoi ? Parce que c'est un film qui ne ressemble à aucun autre film de science-fiction, et ça, c'est quand même déjà une qualité qui est extrêmement rare encore, et même surtout aujourd'hui. C'est par exemple une qualité dont les films de Denis Villeneuve ne peuvent pas se vanter. Et je vais pas faire de comparaison bête et méchante avec l'adaptation de Villeneuve, de Timothée Chalamet, Zendaya. J'en ai déjà parlé de toute façon dans une vidéo sur le tournant que prenait la science-fiction à Hollywood actuellement. Mais on va mettre ça de côté et on va se focaliser vraiment sur le film de David Lynch. Drop of rain on Arrakis. Sleeper must awake. Un film qui reprend peu à peu les mêmes grandes lignes que Villeneuve et qui reprend donc le bouquin, une histoire qu'on commence à bien connaître. Une galaxie éloignée, un futur très lointain et un univers qui est absolument obsédé par l'épice. L'épice, c'est une précieuse et mystérieuse substance qui offre des pouvoirs exceptionnels et qu'on ne trouve que sur la planète désertique de Arrakis, une planète qui, pas de chance, est peuplée par des vers de sable géants et par un peuple du désert qui s'appelle les Fremen. Paul Atreides, qui est interprété par Kyle MacLachlan, va se retrouver au cœur de plein de complots spatio-politiques et va devenir une sorte de leader mystique des Fremen, ce qui va l'amener à virer peu à peu vers un bon gros côté dictatorial qui pourrait bien le rendre responsable d'une guerre galactique gigantesque qui va faire des milliards de morts. Voilà, alors là, je résume très grossièrement Dune, mais vous savez quoi, c'est résumé grossièrement certes, mais c'est toujours moins grossier que la version cinéma de 2 heures. Parce que la version ciné du Dune de David Lynch, elle a des ellipses, les amis, hallucinantes. Notamment lorsque Paul rencontre les Fremen, c'est assez fou. Mais en même temps, adapter Dune, on va le dire de base, adapter Dune dans un film de 2 heures, c'est très concrètement impossible. Dites-vous que la version ciné de Lynch concentre en 2 heures tout ce que vous avez vu en plus de 5 heures chez Denis Villeneuve. Tout ça, c'est concentré en 2 heures chez Lynch. C'est un pari impossible. Un pari que le cinéaste a quand même relevé. Et vous allez voir, je trouve que son cinéma a quand même des sacrées qualités. On retrouve quand même ici et font de son Dune un geste artistique unique. I am a messenger from Muad'Dib. Poor Emperor. I'm afraid my brother won't be very pleased with you. Déjà, je vais dire les termes. Dune, à mon sens, c'est un vrai film lynchien. Voilà, c'est dit. C'est un film dont l'inquiétante étrangeté qui est si chère au cinéaste se ressent, le temps de séquences extrêmement fortes. C'est un film qui n'a pas peur de mettre en scène le mysticisme de manière très très visuelle et très énigmatique. Et c'est tout simplement un film qui a énormément de personnalité. Et j'ai presque envie de dire que l'imperfection maladive de Dune rajoute presque à la puissance de ces scènes. Il y a des scènes dans Dune où on sent qu'elle fascine David Lynch. En fait, on voit exactement ce que David Lynch aime dans l'idée de adapter Dune. Alors oui, quand il faut filmer l'action, quand il faut filmer des combats au corps à corps, quand il faut mettre en scène le crush sentimental entre Chani et Paul, là, David Lynch, on le voit, il est quand même assez désintéressé. Mais par contre, quand il faut filmer le mysticisme et l'angoisse du désert de Arrakis, quand il faut filmer le baron Harkonnen ou même toute la famille Harkonnen, qui en vrai ressemble plus au méchant de Blue Velvet qu'à un méchant typique de science-fiction classique un peu psychopathe, et c'est là où David Lynch déploie tout son talent. C'est là où il fait exploser une direction artistique et un sens de la mise en scène qui n'appartient vraiment qu'à lui. Et oui, comme je l'ai dit, on voit concrètement pourquoi il a envie d'adapter Dune. On voit l'intérêt qu'il a dans ce récit. On voit les séquences qui le fascinent. Et ces séquences-là, elles sont extrêmement puissantes. There is a place terrifying to us, to women. This is the place they cannot look. Et c'est quand il se débarrasse des scènes, un petit peu des passages obligés, et qu'il se focalise sur ces espèces de respirations lyriques, c'est là que Dune devient très très fort. Et à l'heure où Hollywood se plie de plus en plus à une science-fiction qui est grise, qui est froide, qui est sans folie, qui est très cartésienne en fait, et pardon, mais moi, Dune, j'y retrouve tout le mystère et tout le pouvoir de fascination qui est propre au film
de David Lynch. Et visuellement, on est quand même sur un film qui a une sacrée identité, sur un film qui manie parfaitement les échelles, de l'immensément petit à l'immensément grand, et qui n'hésite pas à colorier son film, quoi, putain. Je veux dire, comparer la colorimétrie du Dune de David Lynch à n'importe quelle colorimétrie de film de science-fiction moderne, mais c'est le jour et la nuit, quoi. Et j'inclus les Dunes de Villeneuve dans le tintouin. Non, vraiment, Dune, c'est une sorte de rappel, une sorte de passage vers une science-fiction qui n'existe plus. Une science-fiction décomplexée, à la folie, à l'onirisme, jouissif et hyper énigmatique. Et pour ça, David Lynch est d'ailleurs bien aidé par la musique de Toto, qui transcende des moments aussi iconiques et importants que la première apparition des vers, mais je veux dire des séquences aussi fortes que celle-ci, il y en a des centaines dans Dune. Et parfois, moi, je me dis que Dune, c'est une sorte d'anomalie dans le système hollywoodien, qu'on a laissé un petit peu carte blanche à un artiste total et radical, qui a livré un film qui lui correspondait, un film qui ne ressemblait à rien d'autre, et que quand Hollywood s'en est rendu compte, il a essayé tant bien que mal de limiter les dégâts en rendant Dune conforme à une sorte de cahier des charges hollywoodien. Sauf que c'était impossible, parce que David Lynch avait trop d'idées étranges, avait planté trop de graines dans sa direction artistique, avait donné trop d'amour aux scènes mystiques qui ponctuent le bouquin de Herbert. En fait, tu peux pas rendre un film conforme à un cahier des charges quand à côté t'as des séquences que tu ne peux pas couper parce qu'elles sont importantes pour la compréhension du récit, mais quand elles sont filmées comme Lynch les films, ça donne un film profondément hybride, ça donne un espèce de croisement étrange, et du coup ça fait un film qui n'est absolument pas formatable malgré tous tes efforts. Et oui, voilà, le résultat c'est une œuvre hybride, où tous les moments que le cinéaste nous laissait pour divaguer, pour nous perdre, pour nous donner cette liberté d'avoir notre imaginaire qui quitte le récit, pour nous donner cette liberté de fantasmer sur l'univers incroyable qu'il met en place, et tous ces moments, le studio a essayé de les réduire au strict minimum, mais ils sont quand même là, on les devine, on les voit. Le résultat, par exemple, c'est que Dune va passer d'une séquence qui est hyper maligne, hyper forte, hyper intelligente, à une autre séquence d'action plutôt mal filmée, avec des effets spéciaux complètement ratés, et dont on sent que David Lynch se fout complètement. Et vous savez quoi ? Moi, cet aspect grand film mutilé, blessé, complètement hybride, croisement entre un artiste total et un Hollywood qui essaye désespérément d'en faire un blockbuster commercial, en fait, tout ça, pour moi, ça ne fait qu'accentuer l'étrangeté, en fait, d'un film qui reste une exception absolument bienvenue et nécessaire dans notre Hollywood moderne. Ce que nous propose David Lynch, et même dans la version de 2 heures charcutée, ça se voit, et dans la version de 3 heures qui a été reconstituée par les fans, mais c'est exceptionnel, ce qu'il nous propose, c'est vraiment un monde nouveau, une véritable proposition de cinéma qui n'a pas peur des fautes de goût, mais on a aussi un film qui prend un malin plaisir à repousser les limites, à déstabiliser, et même à créer des personnages assez fascinants. Moi, je trouve par exemple le baron Harkonnen de David Lynch particulièrement atroce, sadique, pervers, obsédé sexuel. C'est vraiment un personnage terrifiant, le baron chez David Lynch. Et tout est très visuel dans Dune, sans forcément n'avoir de sens ou d'explication, et c'est ce qui fait aussi de Dune un film où il fait bon se perdre. Un film malade, déchiré entre une industrie qui a fait l'erreur d'embaucher un artiste radical, et un artiste radical qui a fait l'erreur de croire qu'il pourrait survivre à Hollywood sans Final Cut. Un film fascinant, qui a certes été anéanti par la presse et par le public, mais dont certains ont quand même su capter la puissance évocatrice et mystique assez fascinante, au point de lui vouer un culte et d'essayer encore aujourd'hui de reconstituer la version de Lynch. Don't try your powers on me. Try looking into that place where you dare not look. You'll find me there staring back at you. You mustn't speak! Il existe une version fan-edit qui est assez connue du film Dune, une version de 3 heures qui s'appelle Dune Remix, et qui se rapproche le plus possible de la vision de Lynch. C'est-à-dire qu'à partir des scènes coupées qui sont sorties peu à peu en mauvaise qualité, et à partir du script original, les fans ont reconstitué quasiment en intégralité le scénario de Lynch. Et le résultat, il est saisissant, hein.
Alors oui, il ne corrige certes pas des effets spéciaux parfois assez laborieux, il n'invente pas non plus des scènes que David Lynch avait prévu de filmer mais que Dino De Laurentiis, les trouvant trop chelous, n'a même pas voulu qu'elles soient tournées, mais malgré ça, la version de 3 heures trouve une profondeur qui accentue encore les qualités du film, tout en gommant de nombreux défauts qui sont inhérents à la censure des producteurs et aux ellipses imposées. Par exemple, les personnages y retrouvent une sacrée profondeur, la direction artistique qui était déjà incroyable y apparaît encore plus symbolique que jamais, et voilà, cette version elle existe en VOST-FR et en 4K sur YouTube, et très honnêtement, si cette vidéo vous a donné envie de vous replonger dans le Dune de David Lynch, faut le faire en regardant cette version-là, c'est assez incroyable. Come to me, Baron. Alors du coup, comment conclure une vidéo sur un film aussi étrange et aussi radicalement imparfait, un film aussi étonnant et dont le rejet est, on va pas se mentir, largement compréhensible. On peut conclure en disant que, à mon sens, Dune c'est un monument qui était nécessaire, qui a été une blessure pour David Lynch, mais qui a aussi permis à l'artiste de se radicaliser encore plus, en nous livrant par la suite des films qui cette fois n'appartiennent qu'à lui et qui peuvent aller jusqu'au bout de leurs idées. Je dirais aussi que malgré tout, on est sur un film qui fait preuve d'une sacrée personnalité et d'une audace, et tout ça, c'est quand même des qualités qui font défaut à de nombreux films de science-fiction modernes, parce que voilà, Dune de David Lynch ne ressemble que à Dune de David Lynch. C'est à la fois sa plus grande qualité et son plus grand défaut, mais c'est impossible de nier que de nombreuses séquences vous resteront en tête un long moment. Et en vrai, faut juste se demander qu'est-ce que je préfère. Est-ce que je préfère un film audacieux, coloré, ambitieux, un film à la patte artistique qui est complètement unique, un film dont chaque plan rivalise de parti pris, quitte à en rater quelques-uns et à finir par être profondément imparfait, ou est-ce que je préfère un film lisse, froid, hyper soigné, hyper léché, presque parfait dans sa mise en scène, mais qui soit complètement conforme au cahier des charges hollywoodien, et du coup sans aucune surprise? C'est une question à se poser, et de toute façon on a de la chance, puisque ces deux visions et ces deux versions de Dune existent aujourd'hui, en 2024, grâce à David Lynch et grâce à Denis Villeneuve. Et moi, personnellement, je sais maintenant laquelle me correspond le plus.